Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton pour ce tout premier top dédié aux jeux sortis en 2021, voire toute fin 2020. Je vais donc vous présenter les 5 jeux qui ont marqué mon année, avec pour seule contrainte le fait d'y avoir joué plusieurs fois. On commence tout de suite par le numéro 5. Donc pourquoi Cora en 5e position? Eh bien parce que Cora est un jeu extrêmement accessible à mon sens pour un jeu de cette catégorie. Donc il faut savoir que c'est un jeu que moi je considère entre la catégorie initiée et la catégorie expert. Un jeu que vous allez pouvoir, par exemple sur une configuration 2 joueurs, terminer en 1 heure. Et donc c'est un jeu de gestion avec un brin de hasard évidemment, puisqu'il y a des dés incorporés dans cette boîte, et c'est donc grâce à ces dés que vous allez pouvoir accomplir certaines actions durant l'un de vos tours. Vous avez le choix parmi 7 actions, donc de 0 à 6, et ces actions, il va falloir les associer à des valeurs de dés, et si jamais vous n'avez pas la bonne valeur, si vous n'avez pas la valeur suffisante pour pouvoir utiliser l'action correspondante, il va falloir que vous dépensiez des citoyens, donc des citoyens qui vont être entre guillemets une des monnaies du jeu, puisque c'est ces citoyens-là qui vont vous permettre donc de faire ces actions que vous attendez et que malheureusement vous ne pouvez pas faire puisque vous n'avez pas réussi à lancer de dés corrects. À côté de ça, vous avez donc une édition qui est absolument superbe. C'est d'une sobriété vraiment de bon goût. Ça correspond tout à fait au thème donc, qui est lié à la Grèce antique. Donc Cora, un très bon jeu pour jouer à 2, à 3, à 4, ça commence à être un petit peu long, mais ça reste quand même un jeu dans lequel on prend beaucoup de plaisir. En numéro 4 donc, j'ai choisi le jeu Unmatched, donc un jeu pour 2 à 4 joueurs que je conseille surtout à 2 joueurs. Clairement pour moi c'est un des meilleurs jeux de joueurs, si ce n'est le meilleur jeu de joueurs que j'ai dans ma ludothèque. Donc Unmatched, qu'est-ce que c'est? C'est des combats entre des personnages qui n'ont rien à voir ensemble, d'où le nom. Donc là par exemple sur cette boîte de base vous avez le roi Arthur, vous avez Alice, vous avez Sinbad et Méduse, et donc chacun de ces personnages vient avec son propre deck de 30 cartes et éventuellement un acolyte qui est lié donc forcément à l'histoire du personnage. Par exemple le roi Arthur va avoir Merlin, Alice va avoir le Jabberwocky, et le but donc du jeu va être de devoir amener les points de vie du personnage de notre adversaire à 0 pour pouvoir l'emporter. Donc pour ça, vous avez donc des figurines que vous allez devoir placer au départ sur un plateau. Donc il y a un plateau recto verso dans chacune des boîtes, et sur ce plateau vous allez donc placer cette figurine, et ensuite vous allez devoir de manière stratégique vous déplacer. Ce plateau il comporte plusieurs zones qui vous permettent de déterminer notamment les distances d'attaque pour ceux qui peuvent attaquer à distance, et donc vous allez devoir jouer des cartes qui vont vous permettre d'attaquer, de vous déplacer et de faire tout un tas de choses. Donc le jeu est extrêmement simple, la règle du jeu tient sur pas grand chose. Vous avez 3 choses possibles en réalité pendant un tour. Vous allez pouvoir piocher et vous déplacer pour une action. Vous allez pouvoir jouer des cartes actions qui sont des cartes spécifiques, des cartes jaunes, et vous allez pouvoir combattre. Et donc pour ça, il va falloir utiliser des cartes de votre main évidemment pour pouvoir attaquer. La personne d'en face va devoir défendre en posant elle-même une carte de défense, sauf que ce n'est pas forcément aussi simple que ça, puisque chaque carte a ses propres effets, que ce soit des effets durant le combat, avant le combat ou après le combat, qui peuvent radicalement changer la phase du coup, le résultat d'un affrontement. Donc ce n'est pas simplement placer des figurines et se taper dessus sur un plateau, c'est bien plus subtil que ça. C'est pour ça que Unmatched, je le classe en numéro 4. En numéro 3, c'est un jeu qui est sorti en fin d'année 2020, mais que je considère donc pour 2021, puisque j'ai essentiellement joué sur cette période, c'est le jeu The Loop. Donc The Loop, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir donc contrecarrer les plans du Docteur Fou, et pour ce faire, donc vous allez devoir incarner des agents temporels, puisque le plateau en fait est déterminé en plusieurs secteurs qui correspondent à des époques du monde, donc l'aube des temps, la fin des temps, vous avez le Moyen-Âge, vous avez l'industrialisation et d'autres. Le but donc va être de vaincre le Docteur Fou, et pour ce faire, il va falloir donc coordonner nos mouvements, coordonner nos actions pour éviter au Docteur Fou de détruire le monde par des failles temporelles qu'il va venir placer un petit peu partout au fur et à mesure de ces mouvements. The Loop utilise donc une mécanique de deck building. Lorsque vous avez un personnage, vous commencez avec un petit deck de cartes qui lui est attribué, et puis au fur et à mesure des tours, il y a des cartes qui vont venir s'implanter sur des époques du plateau, et lorsque vous allez terminer votre tour sur l'une de ces époques, vous allez pouvoir récupérer cette carte, l'ajouter à votre deck,
de manière assez classique comme vous pouvez retrouver dans n'importe quel deck building. Mais la subtilité qu'il y a dans The Loop, c'est que certaines de ces cartes ont des dimensions. Et en fait, c'est grâce à ces dimensions que vous allez pouvoir looper, entre guillemets, d'où le nom du jeu, c'est-à-dire vous allez pouvoir boucler. Donc temporellement, vous allez revenir en arrière pour pouvoir réutiliser une carte. Et de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir faire plusieurs fois une ou plusieurs actions pendant l'un de vos tours. Et donc c'est là toute la subtilité de la chose, puisque vous allez utiliser de l'énergie qui se trouve sur le plateau pour pouvoir louper, donc vous allez réussir à, au fur et à mesure, créer des combos pour pouvoir réaliser plus en plus d'actions. Mais le but dans tout ça, quel est-il? Il est de réaliser des objectifs qui sont donc affichés autour du plateau. Donc ça va être par exemple vaincre un certain nombre de clones, ça va être de détruire un certain nombre de failles, etc. Et donc au début de chaque tour, on a ce Docteur Fou qui lui va se déplacer d'époque en époque. Et donc ça c'est assez original puisque c'est un réceptacle en fait à cubes, donc ces cubes rouges qui sont des failles, que vous allez devoir glisser dedans pour déterminer de manière un peu hasardeuse où vont se situer ces failles et donc éventuellement déclencher des vortex qui vous rapprochent de plus en plus de la fin donc de cette partie, et ce qu'il faut absolument éviter. The Loop est donc un jeu coopératif extrêmement original, très challengeant, il y a beaucoup de difficultés et en plus de ça beaucoup de niveaux de difficulté différents avec des différents modes de jeu. Vous avez des heures et des heures de jeu avant de pouvoir réellement sortir victorieux de chacun de ces modes, de chacun de ces modes de difficulté. Donc il y a beaucoup d'heures de jeu dans cette boîte et c'est pour cette raison là aussi que je le place en numéro 3. En numéro 2, j'ai donc choisi Le Dilemme du Roi, édité par Yellow, qui est un jeu narratif et legacy, donc un jeu pour 3 à 5 joueurs sur lequel il faut compter pour aller jusqu'au bout une vingtaine d'heures, qui correspond à une vingtaine de parties. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant une partie du Dilemme du Roi? Eh bien, il faut savoir qu'une partie du Dilemme du Roi correspond au règne d'un seul roi. Et pendant ce règne, vous agissez en tant que conseiller du roi, vous êtes affilié à un duché, et donc vous avez des intérêts qui sont propres à ce duché, mais que vous êtes les seuls à connaître, que personne autour de la table ne doit connaître durant toute une partie, durant tout le jeu du Dilemme du Roi, donc durant les 20 heures. Et pendant un règne, qu'est-ce que vous faites? Donc vous répondez à des situations, vous conseillez le roi. Quelqu'un va vous rapporter une dispute, va vous rapporter une situation particulière, il va falloir systématiquement répondre par oui, par non, ou par le fait de passer. Vous allez devoir répondre de manière collective, vous allez devoir investir de l'influence pour que votre vote pèse plus dans la balance, mais également vous allez donc pouvoir passer pour récupérer un petit peu d'argent qui vous permettra d'investir sur certains effets de jeu, mais que vous ne connaissez pas au début de la partie. Parce qu'il faut bien savoir que dans le Dilemme du Roi, vous avez un objectif qui est clair. Sur votre fiche de maison, vous avez un objectif qui est inscrit et que vous êtes le seul à connaître, mais au début de la partie, ce n'est qu'une simple phrase et vous ne savez pas exactement comment aller à cet objectif. Ça peut être une phrase du genre trouver le trésor magique de je ne sais quoi, je l'invente complètement pour pas vous spoiler. Et bien vous n'allez pas savoir au début de la partie en répondant à oui ou non à certaines situations, comment est-ce que vous allez réussir à trouver ce fameux trésor? Eh bien c'est la richesse de ce jeu, c'est qu'il va falloir creuser dans chacun des arcs narratifs, il y en a une multitude durant ces 20 heures de jeu qu'il va falloir creuser avant de pouvoir vous dire ah oui c'est peut-être là qu'il faut que j'aille, c'est peut-être ici qu'il faut que j'influence mes décisions pour pouvoir aller à mon objectif de jeu. Et donc durant ce règne vous allez faire évoluer des jauges, donc vous avez 5 jauges différentes, des jauges d'économie, des jauges de bien-être du peuple, des jauges de morale, et encore d'autres, des jauges de prestige, notamment du royaume. Et ces jauges, vous allez donc les faire évoluer de manière positive ou de manière négative en fonction des décisions que vous allez prendre. Et si une de ces jauges arrive pendant un règne à une extrémité haute, une extrémité basse, vous allez avoir des conséquences en fin de partie et des points qui seront attribués en fonction des faits de chacun des conseillers. Et ces points, donc vous avez des points de convoitise, des points de prestige, vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous ne savez pas à quoi ça sert pendant ces 20 heures de jeu, ou plutôt ces 19 heures de jeu, puisqu'il n'y a qu'à la toute fin où ça vous sera révélé et que ça vous permettra de vous mettre dans une situation positive ou négative, mais ça vous ne le saurez qu'à la toute fin. La richesse du Dilemme du Roi est donc dans sa narration et dans cette mécanique de jeu tout à fait unique, avec donc la possibilité d'influer sur la partie de manière définitive, parce que je le rappelle, c'est un jeu legacy, donc pas de retour arrière possible là-dessus. Donc ce Dilemme du Roi,
c'est mon numéro 2 parce qu'il est riche, il est bien écrit, il est beau, il est original et après chaque partie, on a envie d'en faire une supplémentaire pour pouvoir avancer dans cette histoire. Et donc mon numéro 1, vous en avez forcément entendu parler en 2021, c'est le jeu Dune Imperium. Donc Dune Imperium, c'est un mélange de deck building et de gestion de conflits donc sur un plateau. Qu'est-ce qu'on doit faire dans Dune Imperium? Eh bien on incarne donc un dirigeant d'une grande maison issue de l'univers de Dune et votre but va être d'atteindre le plus de points d'influence ou de points de victoire possible dans la partie à partir du moment où un joueur aura dépassé le seuil des 10. Et donc pour ce faire, vous allez devoir passer par deux phases distinctes. Vous avez une phase agent, donc la phase agent, où vous allez devoir jouer des cartes de votre main. À l'origine, chaque joueur a le même nombre de cartes et les mêmes cartes, donc un deck de 10 cartes qu'ils vont pouvoir utiliser en début de partie. Et au fur et à mesure de la partie, évidemment, façon deck building, vous allez pouvoir acheter des cartes et les incorporer dans votre deck de départ pour pouvoir le faire évoluer, évidemment. Donc dans cette phase agent, vous allez donc placer vos agents, vos ouvriers sur le plateau afin de récupérer des ressources, des cartes ou gagner de l'influence auprès de certaines maisons. Et ensuite, une fois que cette phase agent est faite, vous avez la phase révélation qui va vous dire de révéler le restant de vos cartes dans la main et d'accomplir les effets associés, donc qui sont soit d'acheter des cartes, soit d'ajouter des points sur les conflits en cours, puisque à chaque tour, à chaque manche, vous avez un conflit à gérer. Et ce conflit à gérer, il est représenté en fait par une carte. Et sur cette carte, vous avez des lots, entre guillemets, que vous allez récupérer, des récompenses pour le premier du conflit, le deuxième, le troisième, etc. en fonction du nombre de joueurs. Donc pour pouvoir justement résoudre ces conflits, comment ça se passe? Eh bien vous avez des troupes qui correspondent donc à des cubes en bois qui sont fournis dans la boîte. Ces troupes, donc vous allez devoir les incorporer dans le conflit, mais forcément avec parcimonie, puisque lorsque vous allez incorporer des troupes dans le conflit, à la fin de la manche, donc à la fin de la gestion de ce conflit, ces troupes sont remises dans vos réserves, et si vous n'économisez pas suffisamment ces troupes, vous allez vous retrouver à nu à certains moments de la partie, et donc vos adversaires vont pouvoir remporter ces phases-là beaucoup plus facilement, et donc gagner d'importantes récompenses à la fin de chacun de ces conflits. Niveau accessibilité, on est clairement sur un jeu expert, sans pour autant que ce soit inaccessible au grand public. Si on prend le temps de bien expliquer le jeu, il est facilement, la prise en main est relativement simple, puisque les tours s'enchaînent de manière assez fluide. Évidemment, il y a certains moments où vous allez réfléchir sur vos stratégies, parce que c'est un jeu qui est extrêmement stratégique, en fonction des cartes que vous allez utiliser, les effets dont vous allez bénéficier, puisque chaque carte que vous allez utiliser va avoir potentiellement un effet qui va changer le cours de la partie. Et évidemment, cette fameuse phase de conflit va devoir être gérée d'une main de maître pour pouvoir récupérer un maximum de récompenses qui vous aidera soit sur les prochains tours ou qui vous aidera à atteindre cette fameuse barre des 10 points d'influence. Donc Dune Imperium, pour moi, c'est un jeu qui est extrêmement complet, extrêmement riche. Il faut compter pour une partie à 3 joueurs 1h30 voire 2 heures. Également, il y a un très bon mode solo qui donc propose de jouer face à 2 automates. Donc toutes ces raisons font que pour moi, Dune Imperium est le meilleur jeu de 2021. J'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette sélection. Dites-moi vous aussi lesquels jeux vous aurez choisi donc pour cette année 2021. Je reviendrai donc avec d'autres tops dans le courant de l'année dédiés plus à des thèmes spécifiques. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.